Bonjour les élèves de la deuxième année collégiale. Je vous propose aujourd'hui les déformations tectoniques et leur relation avec la tectonique des plaques. Dans ce cours, on va voir les types de déformations tectoniques, les failles, les plis, les caractéristiques de chaque type. Et finalement, on va savoir ou découvrir s'il y a une relation entre les déformations tectoniques et la tectonique des plaques. La nature des roches détermine leur réaction envers les forces tectoniques. En effet, les roches plus rigides, ça veut dire solides, subissent des failles. Par contre, les roches relativement souples répondent aux contraintes tectoniques par des plis. Alors, les failles et les plis sont liés au mouvement des plaques. Voici un paysage présentant un pli ou une déformation souple. Donc vous remarquez dans la figure que les couches sédimentaires ou les strates qui étaient avant horizontales, ils deviennent courbes. Vous remarquez aussi que le sens de plissement des couches ou les couches sont dirigées vers le haut. Alors il s'agit d'un pli anticlinal. Donc voici, donc de plus proche, donc les couches sont devenues courbes. Donc voici un autre exemple de déformation tectonique souple, mais il est de type synclinal. Donc vous voyez que les couches sont plissées ou dirigées vers le bas. Alors on dit c'est une déformation souple de type synclinal. Vous voyez ici, il est synclinal, ici c'est anticlinal. Alors synclinal, anticlinal. C'est une déformation souple de type synclinal. Vous voyez ici, il est synclinal, ici c'est anticlinal. Alors synclinal, anticlinal. Donc la ligne jaune, il représente la cassure. Donc vous voyez les deux couches affectées par la cassure qu'on appelle faille. C'est le compartiment abaissé et c'est le compartiment surélevé. Maintenant, on va découvrir les déformations tectoniques cassantes ou les failles. C'est quoi une faille? Une faille est une cassure qui s'accompagne d'un déplacement de blocs rocheux. Selon la nature des contraintes que subissent la lithosphère, on distingue des failles inverses, des failles normales, des décrochements ou des failles décrochantes. On obtient des failles inverses suite à des contraintes compressives dans les zones de convergence bien sûr ou de
subduction. Des failles normales dans les ondes de divergence, bien sûr suite à des contraintes distensives. On obtient des failles inverses suite à des contraintes compressives dans les ondes de convergence bien sûr ou de subduction. Simple coulissage et de compartiments rocheux. Les composants d'une faille. Les composants d'une faille. Les failles, soit normales, soit inverses, soit décrochantes, se composent par le plan de faille, les deux compartiments de la faille et le rejet de la faille. Le plan de la faille, il représente la surface où il glisse les deux blocs cassés. Il possède toujours des stries qui indiquent le sens de déplacement des deux blocs rocheux affectés par la cassure. Les deux compartiments de la faille, ce sont les deux blocs rocheux qui se situent de part et d'autre du plan de la faille. Il y a toujours un compartiment surélevé et un compartiment abaissé. Le rejet de la faille, c'est la distance qui indique le déplacement des deux compartiments. Donc, voici un document qui représente les composants d'une faille. Alors le numéro 1, c'est le plan de la faille qui possède toujours des stries ou des signes qui indiquent le sens de déplacement des deux blocs rocheux. Le numéro 2, bien sûr, il représente le compartiment abaissé. Et le numéro 3, c'est le compartiment ou le bloc surélevé. Donc bien sûr, voici la faille ou la cassure. R1 et R2, ils représentent le rejet. Les types de failles. Dans la nature, il y a plusieurs types de failles. On trouve des failles normales, failles inverses et des failles décrochantes ou des décrochements. Donc les failles normales, vous voyez dans la figure ici que les failles normales sont issues des forces ou de contraintes tectoniques distensives. Vous voyez ici que le bloc A, il est surélevé et le bloc B, il est abaissé. Donc on trouve des failles normales, failles inverses et des failles décrochantes ou des décrochements. Donc les failles normales, vous voyez dans la figure ici que les failles normales sont issues des forces ou de contraintes tectoniques. Bien sûr, dans les ondes de convergence, on trouve toujours des failles inverses. Donc vous voyez ici que le bloc A, il est abaissé et le bloc P, il est surélevé. Et les deux blocs ont un aspect de rapprochement qui se rapproche. Donc dans le cas des décrochements, vous voyez ici que j'ai écrit décrochement sénestre. Donc qu'est-ce que ça veut dire un décrochement sénestre? Donc dans la nature, il y a des décrochements dextres et des décrochements sénestres. Vous voyez ici d'abord que les deux blocs rocheux, ils se déplacent dans un niveau horizontal. Par contre, dans les failles inverses et les failles normales, les deux blocs se déplacent dans un sens ou dans un niveau vertical.
Donc, c'est un simple coulissage des deux blocs rocheux dans un niveau horizontal. Pourquoi il s'agit d'un décrochement sénestre? Parce que si on se situe dans le bloc ou sur le bloc B, vous voyez que le bloc A, il est déplacé vers la gauche. Alors il s'agit d'un décrochement sénestre. Si je me situe sur le bloc B et le bloc A, il se déplace vers la gauche, alors il s'agit d'un décrochement dextre. Maintenant, on va voir le deuxième type de déformation tectonique, les déformations souples ou les déformations ductiles. Un pli est une déformation tectonique suite à laquelle des couches sédimentaires horizontales deviennent courbes. Alors vous voyez ici dans la figure ou dans la photo que les couches étaient avant horizontales et à cause de forces compressives, ils se changent d'aspect ou de forme et ils deviennent courbes. Les composants d'un pli. Un pli est composé par une charnière, un anticlinal, une surface axiale et un axe du pli et un synclinal. Donc c'est quoi la charnière? La charnière, c'est la ligne qui passe par les courbures maximales des couches. Il est soit anticlinal, soit synclinal, bien sûr. Un anticlinal, c'est un pli convexe. Pourquoi il est convexe? Parce que les couches horizontales, ils deviennent courbes et leur courbure, il est vers le haut. Ils sont dirigés vers le haut. La surface axiale, c'est le plan formé par l'axe du pli et la charnière. L'axe du pli, c'est l'axe de symétrie de pli. Un synclinal, c'est un pli concave. Les couches sont plissées vers le bas. Donc voici un document qui représente les composants d'un pli. Donc le numéro 1, bien sûr, c'est la charnière synclinale. Le numéro 2, c'est la charnière anticlinale. Le numéro 3, c'est la surface axiale. Le numéro 4, c'est le flanc, le côté du pli. Le numéro 5, bien sûr, c'est l'axe du pli. Le numéro 6, c'est un pli synclinal. Et le numéro 7, un pli anticlinal. Le numéro 7, c'est un pli anticlinal. Les types de plis. Donc, on trouve plusieurs types de plis dans la nature. Donc, un pli droit, un pli déjeté, un pli en genou et un pli couché. Le pli droit, vous voyez ici que la surface axiale est verticale. La surface axiale est verticale. Les deux côtés du pli sont symétriques. Alors il s'agit d'un pli droit.
Vous voyez ici, donc, la surface axiale, il est incliné et les deux côtés ou les deux flancs du pli sont asymétriques. Alors, il s'agit d'un pli déjeté. Donc, dans la figure 3, donc vous voyez que l'un des deux côtés du pli, il est incliné et l'autre, il est vertical. Donc, un, il est incliné, l'autre, il est vertical. Alors, il s'agit d'un pli en genou. Donc, le pli couché, l'un des deux côtés ou des deux flancs est normal, l'autre est inverse. Normal, il est inverse. Donc, il est pli couché. Donc, les différents types de plis dans la nature, on trouve donc un pli déjeté, un pli droit. Vous voyez ici que les deux côtés du pli, ils sont symétriques. Un pli en genou et un pli, bien sûr, couché. Donc la relation entre les déformations tectoniques et la tectonique des plaques. Pour répondre à cette question, est-ce qu'il y a une relation entre les déformations tectoniques et la tectonique des plaques? On va étudier, on va répondre à la question de l'activité 1. Donc à partir des deux documents 1 et 2, répond aux questions suivantes. La question numéro 1. Quels sont les types de failles représentés dans les deux figures 1 et 2? Numéro 2. Déduis les types de failles dans la zone de rift et de subduction. Numéro 3. Que peut-on conclure à propos de l'origine des déformations tectoniques? Alors on va étudier les deux figures 1 et 2. Donc voici la figure 1. Bien sûr, c'est une zone. Il est clair qu'il s'agit d'une zone de convergence. Le phénomène représenté, c'est la subduction. Alors, puisque il s'agit d'une zone de convergence, alors les contraintes exercées sur cette zone, bien sûr, ce sont des contraintes ou des forces compressives. Alors, on va obtenir des failles inverses. Pour la figure 2, donc, vous voyez que les forces exercées, ce sont des forces distensives. Alors, il s'agit d'une zone de distension. Bien sûr, puisqu'il s'agit de forces distensives, alors on va obtenir des failles normales. Dans la figure 1, on observe des failles inverses, suite à des contraintes compressives. Et dans la figure 2, on observe des failles normales à cause des contraintes distensives, bien sûr. On note des failles normales au niveau de la dorsale océanique et on note des failles inverses au niveau de la zone de subduction. La question numéro 3. Donc, déduit s'il y a une relation entre les déformations tectoniques et la tectonique des plaques. Alors, on conclut que les déformations tectoniques prennent naissance suite au mouvement des plaques. Alors,
Bien sûr, dans les ondes de convergence et dans les ondes de divergence, alors on déduit que il y a une relation entre les déformations tectoniques et la tectonique des plaques. Autrement, on dit que les déformations tectoniques sont le résultat du mouvement des plaques. Alors, récapitulation. Dans les limites des plaques, les roches subissent des contraintes liées au mouvement des plaques. Les roches rigides répondent aux contraintes par des failles et les roches souples avec des plis. Le mouvement des plaques, provoqué par des contraintes distensives dans les ondes de divergence, ce qui aboutit à la naissance de failles normales et de décrochements. Des contraintes compressives, donc dans les ondes de subduction, ils donnent naissance à des failles inverses et de plis. Alors les déformations tectoniques, ils se scindent en deux types. Donc le premier type, déformation cassante ou faille, bien sûr au niveau des ondes de convergence et de divergence. S'il s'agit de faille normale, alors c'est une zone de divergence. S'il s'agit de faille inverse dans les ondes de convergence. Le deuxième type de déformation, les déformations ductiles ou souples, donc les plis. Bien sûr, au niveau des ondes de convergence, où il y a le phénomène de subduction.